Le projet T-Factor est un projet de recherche-action du programme Horizon 2020 qui veut essayer de compléter les processus de régénération urbaine en étudiant toute une série de pratiques culturelles émergentes qui donnent une seconde vie aux espaces oubliés de la ville, à ses friches industrielles, à ses emplacements historiques et autres lieux qui sont devenus en quelque sorte des cathédrales non planifiées de la culture émergente qui échappent au mainstream et qui ont élargi le domaine du possible. C'est dans ces espaces, en quelque sorte, que des gens comme moi avons trouvé une manière de vivre et travailler ensemble. Je vous parle depuis notre espace dans l'ancienne biscuiterie de Artiach à Bilbao. Et c'est dans ces espaces autogérés, des Fab Labs, des hackerspace ou des centres culturels qui cherchent à dépasser les supports traditionnels en utilisant précisément les ruines des sociétés post-industrielles que beaucoup de gens essayent de transformer la ville elle-même et la vie elle-même. Donc, les arts ont joué un rôle essentiel et jouent un rôle essentiel dans le déblocage de nouvelles significations pour donner aux citoyens un pouvoir qui crée des nouveaux espaces d'expression. Et on aimerait bien comprendre comment ces espaces transitoires ouvrent des possibilités à des nouvelles pratiques qui nous permettent d'imaginer et de visualiser des futurs meilleurs en temps d'incertitude et d'une certaine manière, reconfigurer notre passé pour, euh, pour ouvrir des portes dans le présent et dans le futur et neutraliser des tendances dystopiques qui parfois nous paraissent inévitables, surtout dans cette intersection entre la technologie, l'art et le vivant, où cette zone d'interférence, parfois, on trouve beaucoup d'approches technocentristes. Et je trouve quand même que c'est un merveilleux contexte, celui que Chronique nous offre pour parler de tout cela. Et pour ceci, nous allons compter avec une magnifique équipe de correspondants de 4 villes participantes dans le projet T-Factor, chacune avec une histoire très singulière en rapport avec l'art, qui nous donnera des différentes perspectives sur comment évolutionne cette zone d'interférence entre art et régénération urbaine pour essayer de trouver quelques pistes sur l'avenir en ce moment de transition. Donc, on comptera avec nous avec Lucas Sever, qui est chef de programme à VAG à Amsterdam, Caterina Taurelli, qui est curatrice à Manifattura Tabacchi à Florence, en Italie, Colette Tron, qui est directrice de Alphabet Bill à Marseille, qui fait partie de l'écosystème de la friche Label de Mai, et Mick Finch, qui est professeur d'art visuel à University of the Arts, London, Central St. Martins, à Londres. Donc, on a posé une question de départ à nos correspondants, qui est comment les arts et le monde du vivant peuvent-ils donner naissance à des nouvelles façons de faire ou construire la ville. Et nos correspondants ont préparé une série d'illustrations ou de projets, 6 images qui nous vont permettre de savoir comment s'articule cette relation entre art vivant et ville dans leur contexte urbain, leur lieu de travail ou recherche. Leurs photos peuvent renvoyer à des œuvres d'art, à des friches industrielles, à des projets citoyens. On leur a donné liberté absolue parce que ce qu'on veut en fait, c'est établir les connexions entre tout ce qui est en train d'arriver, entre des villes aussi diverses et avec une relation aussi riche avec la pratique artistique, pour d'une certaine manière, peut-être pas trouver des questions, mais oui, des réponses à toute une série de dilemmes qui sont encore dans l'air et qu'on aimerait bien contribuer à enrichir cette conversation. Donc, sans plus de dilation, je pense qu'on va passer directement à Lucas et à l'équipe de Vague à Amsterdam. Lucas est un des responsables de programme de Vague, qui est une organisation qui est toute une institution dans la scène de la culture numérique, qui travaille depuis les années 90 à l'intersection entre l'art, la technologie et la société, et qui a été pionnier dans l'impulsion de nouvelles formes d'organisation citoyenne qui sont nées avec l'Internet et l'ère du peer-to-peer et des réseaux distribués. Donc, Lucas, merci d'être avec nous et merci aussi de faire l'effort de faire cette table ronde en langue française, ce qui n'est pas l'habituel. Normalement, toutes ces discussions arrivent en anglais. Donc, ça fait très, très plaisir de pouvoir discuter avec une équipe de correspondants européens en langue française. Merci beaucoup. Merci Karim, merci Eva, merci à tous. Donc, au premier, je m'excuse pour mon français qui vraiment c'est très rudimentaire. Donc, je vais partager mon écran. Is het deze?
Ah ouais, c'est ça. Et il y a des fois que Keynote ne va pas bien avec Zoom sur l'écran total. Donc, je fais ça comme ça. Euh, euh, Donc, VAC Society est une organisation qui existe depuis 25 ans, 26 ans. Euh, et nous sommes dans cette vieux euh, euh, port d'Amsterdam ancienne, près près de la port. Et c'est une port avec, c'est une hackerspace de l'année 1550 parce qu'il y a des clubs de peintres, des gens qui font des pierres et aussi un groupe de chirurgiens anciens qui fait une pratique comme ça de dissection du corps humain. Donc, notre organisation est encore aussi une organisation qui fait des dissections métaphoriques des technologies dans la société, avec des hackers, des gens de science, des artistes, avec beaucoup de citoyens, avec beaucoup de participation. Et nous avons une motto, c'est une motto de, I don't remember the name now. C'est une motto d'une théoriste américain qui nous dit restez avec trouble, avec oui, parce que ça c'est une obligation humaine très importante. Désolé, est-ce que tu pourrais nous montrer la photo de Rembrandt? Parce qu'on est en train de voir le slide de 19, mais je pense que l'histoire est tellement magnifique que tout le monde devrait connaître comment a commencé votre hackerspace dans les années 1500. Parce que là, on voit le slide numéro 19, mais si tu peux revenir en arrière pour voir les premiers slides de ta présentation, on pourra peut-être voir la peinture de Rembrandt qui s'est faite dans votre espace. Ah, vous ne vu pas le peintre de Rembrandt maintenant? Là, on voit le slide 19. Donc, si tu reviens en arrière, je pense qu'on pourra voir au début. Ah, mais c'est, oui. Et c'est une très belle histoire, en fait, ce qui s'est Oui, passé. oui, mais c'est quelque chose avec Keynote. Donc, je peux faire, je dois faire une PDF de mon présentation. Non, mais il n'y a pas de problème. Pendant que tu le fais, si vous voulez, je peux raconter l'histoire jusqu'à que tu fasses le PDF. En fait, oui, oui. Vague est basé dans un petit château en plein milieu d'Amsterdam, Oui. qui, en fait, dans les années 1500, est devenu le premier immeuble non religieux de la ville. Et c'est dans cet immeuble que Rembrandt a peint cette fameuse peinture où les médecins étaient en train de dissectionner les cadavres des gens qui avaient été peints dans les alentours, parce qu'on est vraiment dans les années 1500. Il faut penser vraiment, c'était un contexte complètement différent comme société. Et c'est les mêmes médecins qui prenaient les corps des gens qui étaient pendus et les ramenaient dans l'espace où Vague maintenant a ses laboratoires pour dissectionner ces corps et comprendre comment marchait l'anatomie humaine. Et c'est un peu cette idée de recherche et cette idée constante d'élargir les domaines du possible qui, je pense,
et la même, la même impulsion vitale qu'avaient les médecins et les artistes à l'époque, qui nous pousse aujourd'hui à faire des choses similaires à ce qui arrive dans la vague ou dans les autres exemples qu'on va voir maintenant. Est-ce que tu as réussi à faire l'export en PDF ou Presque, presque. Oui, et sinon j'ai une autre option parce que comme tu m'avais envoyé ta présentation, je peux la chercher ici et te la partager et tu peux me Non, donner. mais je l'ai. Tu Ça va, peux me... ça va maintenant. Puis, D'accord. Mais je l'ai ici de toute façon, comme tu veux, hein. ouais, Les deux options sont bonnes. Parfait. euh, Et donc tu peux nous montrer l'image du château. donc, l'image du château, c'est ici. Mhm. Ça, c'est le. Donc, ouais. Donc, ce n'est pas un château, c'est un vieux port d'Amsterdam. Pardon. Oui, oui. Une port de la ville, près de la port maritime. Donc, nous avons beaucoup de laboratoires dedans, avec quelquefois un petit, comme trois collègues. Ici, c'est la peinture de Rembrandt, faire dans le théâtre anatomicum. Donc, c'est une histoire d'une collaboration entre des sciences et des arts anciennes. Et encore, c'est une histoire très importante pour notre practice. Donc, je prends beaucoup de temps maintenant. Je vais vite un peu. J'ai 5 exemples et un exemple additionnel. C'est des exemples pas par nous, mais par des institutions petites de collègues de nous, avec nous faire des collaborations. Donc, premier, c'est le ZOOP. C'est une concept qui nous fait aussi par notre pilote, pilot dans T-Factor. Et c'est un mot de zoo, c'est le vivre, et op, coopération. Donc, c'est un effort de faire des petites régions, des places, avec un contrat de collaboration entre pas seulement des humains, mais aussi des autres sortes vivantes. C'est une collaboration de nous avec des gens d'une compagnie des avocats, des gens légaux, de faire cette contrat et nous appliquer ces conseils sur notre pilote de Parc Science à Amsterdam. Et il y a aussi des autres places qui fait ça. Et c'est un concept pour nous très important parce que l'échange du climat, l'échange de biodiversité est une question de respecter des autres sortes de l'écologie totale. Et c'est une attente de faire ça. Donc, j'ai aussi pas seulement des exemples seulement artistiques, j'ai aussi des exemples qui sont inspirés par les arts ou initiés par les artistes. Et Vocomocum, c'est une coopérative de légumes, des choses à manger coopératifs, biologiques et organiques, faits par les citoyens mêmes. Donc, c'est un supermarché que vous voyez ici. Et c'est un supermarché qui fait les prix très bas
parce que les prix de choses organiques et biologiques ne sont pas des prix bien pour les gens avec moins de monnaie de faire ça. Excuse mon français encore. Hein. Cascoland est une initiative des artistes dans une part d'Amsterdam qui a beaucoup de gens musulmans qui habitent là et il fait une digestive machine de pain parce que c'est c'est une règle musulmane de faire pas des pains vieux dans la poubelle. Parce que le pain doit être dans le cercle vivant. Et c'est un problème parce que les musulmans restent les pains trop dans la rue pour des pignons, pour des rats, parce qu'il n'y a pas une alternative pour le pain. Donc, les gens de Casculand, les artistes de Casculand, à faire une machine qui fait de biogaz de ces pains. Et ils collectent les pains et maintenant la machine est plus grande et il fait le gaz pour une entière pâtisserie dans cette part de ville. Donc c'est une machine initiée par des artistes. Ici, un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est le potager Leiden. Et c'est un jardin de légumes avec une fermier. Mais tous les légumes sont faits par les citoyens. Et les citoyens, c'est un jardin qui ne fait pas sans les citoyens et tous les gens de cette part de Haarlem, ce n'est pas Amsterdam, dans la saison a beaucoup de manger de cet jardin. C'est seulement 1 hectare. Donc, il n'y a pas des choses produites plus et pas des choses produites moins. Ici, un autre jardin urbain de Deborah Solomon. C'est une chef de Californie qui habite à Amsterdam et qui fait ça, Urbania Hoeve. Et elle aussi fait beaucoup de travail avec des gens turcs, des gens du Maroc et des mères, des femmes un peu vieux, la génération première à Amsterdam, et ils savent beaucoup de l'agriculture de Turquie et du Maroc. Et ça, c'est appliqué dans cette fermier urbain. Et il y a beaucoup de légumes qui sont produits là. Un dernier exemple est un exemple de Wagmem. C'est un grand projet qui s'appelle les Aires d'Hollande. Et c'est un grand projet avec nous faire des co-créations avec beaucoup de citoyens, de faire des kits avec des sensors pour Oui, je pense que la connexion de Lucas est bloquée quelques secondes. On va attendre, il devrait revenir. Mais le kit fait. Et il y a beaucoup de municipalités qui veulent acheter ça de les citoyens. Et il y a une grande, comment ça s'appelle, network autour de l'industrie de fer près d'Amsterdam, Tata Steel, et ce sont les citoyens qui font les sensors ici. Et donc, il nous dit que l'air est bon ou pas bon. Et c'est un dernier projet, je vous explique. Et
Ici, il y a quelques autres initiatives d'Amsterdam qui font des choses avec des citoyens et avec des écologies urbaines. C'est plus important, nous pensons. Et c'est aussi faire sur une culture à Amsterdam avec des squats. Il y a moins de squats maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui venaient de les squats dans les années de 60 et qui sont de cette culture et qui font des projets avec des citoyens pour faire leur autonomie écologique dans la ville. Vous me comprenez? Oui, oui, parfaitement. Et c'est très C'est charmant ça. Merci. en français, Lucas. Merci beaucoup. Et puis, c'est magnifique de voir comment une ville qui avait été une des capitales de la contre-culture, parce que la récupération Ouais. des friches industrielles et de tous ces espaces pour élargir le domaine du possible à Amsterdam était quand même une des villes pionnières avec Berlin et Londres. Et on reviendra là-dessus parce que j'espère que ce futur solar punk que vous nous présentez à Amsterdam, Ouais. où l'initiative citoyenne est en train de prendre la relève à travers les nouveaux modèles d'organisation en réseau, s'étendra sur d'autres villes dans la planète dans les prochaines années. C'est très, très stimulant, les exemples que tu nous as présentés. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer Merci à vous. à Florence, où avec Caterina Taurelli, qui fait partie de l'équipe de Manifattura Tabacchi, et on va essayer de comprendre un autre exemple très très intéressant et qui rajoute de la diversité à la conversation. L'équipe de Manifattura Tabacchi, dont Caterina fait partie, a reconverti une ancienne usine à tabac à Florence, qui est quand même une ville marquée à toujours par sa relation avec l'art et la Renaissance, en espace pour l'art contemporain et l'expérimentation sociale. Et le titre de leur nouveau programme interdisciplinaire est très, très révélateur. Il s'appelle Not a Museum. Ceci n'est pas un musée. Donc, Caterina, je te laisse la parole et merci d'être avec nous. Merci à toi, Karim. Merci à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfaitement. Oh, parfait. Je vais partager mon écran du coup tout de suite. D'accord. Voilà. Je vais faire une brève présentation de Manifattura Tabacchi parce que pas tous les monde justement connaissent ces places qui est en effet, il vient d'être reconverti, il est en cours de requalification depuis quelques années. Du coup, je vais partager une brève vidéo que je vais vous montrer pendant que je parle, juste pour vous montrer en effet de quoi espace on parle, quel type d'architecture. C'est Manifattura Tabacchi. Du coup, Manifattura Tabacchi, c'était une ancienne fabrique de tabac qui a été active à partir de 1940 jusqu'à 2001. Pendant les années, elle avait plus que 1000 travailleurs dans cet endroit. Vous voyez que c'est en effet comme un petit quartier de la ville. Il s'agit de 100 000 carrés de superficie et de 16 édifices. Du coup, elle a été abandonnée en effet à partir de l'année de clôture du coup en 2001 jusqu'à peu près 2016. L'année dans laquelle un fonds privé, un fonds immobilier a décidé de commencer un procès d'acquisition de la propriété de cet endroit et de la requalifier pour donner en effet à la ville un centre contemporain sur les directrices de la formation de l'art, du design, de l'artisanat, en créant des espaces de coworking, des bureaux d'office, en fait, des activités créatives. Du coup, vous voyez que c'est en effet une petite ville avec des vies, des espaces. C'est l'état dont Manifattura Tabacchi était quand elle a été prise en fait en fonction par ce fonds, ce sujet privé.
Et la décision a été d'ouvrir ce grand complexe à la ville avant de la conclusion de tout du projet de réqualification, que c'est un projet de réqualification de type adaptif, du coup, en conservant toute l'architecture de matrice rationaliste. Et du coup, sur les 16 édifices en complexe, on était déjà ouvert à partir de 2017 à la ville entière. Je vais vous montrer en effet sur ces petits plans, les édifices dont je parle sont en fait c'est ici et c'est ici. Ils sont des édifices, c'est la place ouverte au public où on fait des activités dédiées à la culture, l'art et design, artisanat contemporain. Du coup, là, désolée, je vais rouvrir. D'accord. Là où on est dans une ville historique en Florence, du coup, donner à la ville, s'intégrer dans une ville déjà très riche d'offres culturelles, particulièrement liées à son passé, c'est en fait un défi qu'il faut considérer. Et du coup, on a décidé de s'insérer à partir d'une vision, en fait, dans cet endroit, sans pas être en effet un musée, sans faire un centre expositif, mais en se concentrant sur la production d'art et sur l'expérience. Du coup, on est parti par la création d'un manifeste qui, en effet, ça concentre toutes les directrices qui on veut développer dans ces endroits-là, et qui s'appelle, comme Karine disait, Not a Museum. On ne veut pas rentrer en conflit dans les institutions de la ville, mais plutôt essayer de chercher un besoin, que c'est en effet que je vais dérouler en fait, je vais vous montrer des projets sur la base des directrices, du coup, de 5 points principaux. En partant pour le fait que Manifattura Tabacchi aujourd'hui, c'est un espace pour les artistes. Du coup, un espace où on fait des résidences d'artistes, surtout en donnant de l'espace à des artistes jeunes qui viennent de leur formation et où ils peuvent rencontrer d'autres artistes et faire de network entre eux et développer leurs projets. C'est un projet très formatif, mais aussi on fait de projets œuvres d'art site spécifiques comme l'image que vous voyez en haut et à droite, et on fait des expositions dans ces espaces industriels qui nous donnent en effet et qui donnent aux gens, aux artistes qui travaillent ici une grande flexibilité et liberté de manœuvre et d'action, on peut dire. Mais aussi, en effet, on essaye avec les projets qui sont vraiment nombreux, du coup, c'est assez difficile de les concentrer dans peu de minutes, mais que c'est en effet, Manifattura se qualifie comme un espace de laboratoire continu en constante évolution sur les directrices de l'écologie aussi et de le rapport entre la vie avec la ville. Du coup, l'occasion aujourd'hui de parler d'art, de mon vivant et de nature, c'est vraiment intéressant pour ça. Parce que vous voyez, en effet, on fait des manifestations, des festivals qui essayent comme l'image que vous voyez en haut à gauche, qui essayent de détourner les modèles dominants de l'anthropocène et en effet, de domination de l'homme sur la nature et sur notre relation avec elle, en faisant des expositions qui, en effet, vont engager pas seulement artistes, mais aussi architectes, écrivains, musiciennes. Et du coup, not an exhibition, if we can say, comment not a museum. Aussi d'engager des artistes, comme a été le cas de Thomas Saraceno. Vous voyez l'image en haut à droite, qui travaille sur des concepts alternatifs de mobilité. Un autre concept très, très actuel à Florence, la mobilité dans une ville très
en fait riche de gens, de flux touristes et tout ça. Et du coup, l'art nous donne en effet une façon de penser de façon différente, même notre approche à la production, comme a été le cas dans le festival Happening, qui vous voyez en bas à gauche, de interaction entre des artistes, dans ce cas-là de danseurs, et les artisans, parce que dans Manifattura Tabacchi, en effet, il y a des espaces pour des artistes, mais il y a même un espace où les makers, designers, chercheurs, ils ont tout un espace fixe où ils habitent, où ils travaillent en effet dans les espaces de Manifattura. Même, en effet, l'être s'est constitué comme une plateforme de rencontres. Ça veut dire on fait de public programmes et des festivals aussi qui engagent beaucoup de sujets qui viennent d'en dehors. Dans le cas de Many Possible Cities, par exemple, que c'est un festival principal de Manifattura. L'année dernière, il a rejeté son troisième édition qui pose des questions sur le futur de la ville. Du coup, voilà notre occasion, notre chance aujourd'hui d'en parler. Le futur de la ville et des thématiques comme la régénération et la différence entre espace et lieu. Mais même on a fait dans ces cas des projets avec des artistes, par exemple Andreas Angelidakis. Avec lui, on a posé un procès participatif, il s'appelait Ponte, Pont. Sur la base de ce concept-là, Andreas Angelidakis, avec nous, on a demandé à toute la collectivité de Florence de nous envoyer leur personnel et intime concept de pont. Et du coup, on a fait une exposition qui montrait effectivement les idées des gens, pas seulement artistes, mais vraiment tous les gens des sorts. Et en fait, je vais presque conclure, l'interaction, l'effet de ne pas être fermé dans notre mur, ça veut dire Manifattura Tabacchi, c'est en effet, elle se colloque dans la zone nord-ouest de Florence. C'est un area, si on peut parler de centre de périphérique par rapport au centre historique. Et du coup, le réintégrer, faire si que Manifattura Tabacchi peut être en lien avec le quartier et l'environnement. C'est un des points qu'on essaye de suivre encore à travers l'art. Par exemple, le manifeste que vous voyez en haut à gauche, c'était partie d'une exposition qu'on a fait pas dans Manifattura Tabacchi, mais dans le quartier, dans les coiffeurs, dans les restaurants, dans les tabacs. Mais aussi de faire des projets, comme vous voyez les gens avec les vélos, de faire une exploration des quartiers autour de Manifattura Tabacchi. Et on va même plus loin, parce qu'avec les artistes, on fait de voyages, de field trips dans le centre de production de la région de la Toscane. Du coup, tout le artisan et le centre de production de marbre, de bois, de verre, où les artistes de tous les mondes en fait viennent produire leur œuvre d'art. Et ici, en effet, en bas à gauche, vous voyez la fabrique de l'air. C'est un autre concept d'interaction entre intérieur et extérieur qui a été développé par Stefano Mancuso, qui est un biologue et chercheur il a son étude, son atelier dans l'espace de Manifattura. Vous voyez une pièce de l'édifice. Et la fabrique de l'air, c'est un concept en fait, elle met en relation les plans avec l'intérieur, l'espace de coworking en purifiant l'air, en effet. Et je termine en effet l'exploration des langages à travers même pas seulement les gens qui habitent, qui travaillent dans Manifattura Tabacchi. On a des designers, on a des artisans, par exemple, vous voyez Super Duper Hats qui ont intérêt de préparer un chapeau. Mais aussi, on a un project space qui est géré par un artiste, du coup, espace pour les artistes qui est indépendant. En bas à droite, vous voyez, c'était une exposition
TOS Project Space, un espace indépendance. Il était l'ancien espace où comment je peux dire, les gardiens de Manifattura Tabacchi, quand Manifattura Tabacchi était active, était une fabrique de tabac, il était là et maintenant il est un espace indépendant. Du coup, vous voyez comment les espaces continuent à être transformés, même dans leur fonction originelle. Et c'est un espace vraiment en évolution continue. Et du coup, j'ai conclu en disant qu'en effet, le fait d'avoir un espace flexible et où on peut vraiment agir, ça nous donne à travers l'art de nous montrer d'une certaine façon quelque chose qu'on a déjà sous nos yeux et du coup de transformer un espace comme était Manifattura Tabacchi dans quelque chose d'autre. À partir d'un espace, on veut qu'il devienne un lieu pour la communauté qui l'habite et on essaye de nous faire aider par l'art parce que l'art n'est pas un moyen inutile, mais est quelque chose qui active des projets et qu'on essaye de faire à travers tous les projets de Manifattura et Nota Museum aussi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Katharina. Et c'est une très belle citation pour conclure. L'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes. Et c'est quand même curieux aussi, en ayant une conversation entre plusieurs pays, de voir quand même il y a des phénomènes structurels qui après ont des manifestations locales, parce que justement, le prochain projet que beaucoup de gens qui nous suivent doivent connaître parce que c'est la friche de la Belle de Mai à Marseille, était aussi une ancienne usine à tabac comme Manifattura Tabacchi à Florence. Et ceci nous fait penser aussi à quel type de ruines aura-t-on dans le futur qui seront structurelles. Et pour parler de la friche de la Belle de Mai et faire comme de correspondante à Marseille, on aura avec nous Colette Tron, qui est la directrice de Alphabet Bill, qui est un espace de recherche, expérimentation, création et diffusion sur les rapports entre langage, écriture et médias, dont les réalisations depuis la fin des années 90 se matérialisent sur divers supports technologiques. Alphabetville fait partie de l'écosystème de la friche depuis 2006 et c'est justement cette perspective depuis l'intérieur, mais aussi son expérience dans tout ce qui a à voir avec la relation entre art et technologie et cette zone d'interférence et les interférences qu'elle a après sur la vie elle-même qui nous intéresse beaucoup. Donc, merci beaucoup, Colette, d'être avec nous et la parole est à toi. Merci, bonjour à tous, merci de cette invitation et félicitations aux organisateurs de chroniques et de T-Factor. Je pensais qu'on passerait d'abord par Londres, puisqu'on m'avait dit qu'on terminerait à Marseille. Donc, je commence ma présentation, Karine ? Oui, désolé, c'était peut-être moi qui l'avais mal expliqué, mais tu es lancé, ça a l'air parfait, on voit les images. Ok. Donc, je ne vais pas beaucoup me présenter parce que Karim l'a très bien fait. Je vais présenter un petit peu la friche de la Belle de Mai et puis un certain nombre de projets qui ont à voir avec les trois termes principaux de cette table ronde, donc art, vivant et ville. Donc la friche de la Belle de Mai porte le nom du quartier où elle se situe, qui est aussi considéré comme l'un des quartiers les plus pauvres de France, mais cela n'a pas toujours été le cas. Ça a été un quartier de commerce, mais aussi de fabrique, puisque il fut un temps où les usines étaient et fonctionnaient à l'intérieur des villes mêmes. Et notamment le quartier de la Belle de Mai était le quartier de la très spacieuse usine Seita, fabrique de cigarettes françaises, et qui occupait trois grands bâtiments face à la voie ferrée, mais dos au quartier lui-même. Cette usine très active ferme en 1990. Elle produit évidemment du chômage en grand nombre, qui appauvrit le secteur et évidemment certainement aussi le quartier. Donc la friche de la Belle de Mai est une friche industrielle. Elle a été fondée en 1992 à l'initiative
de l'élu à la culture de l'époque qui s'appelait Christian Poitevin, mais qui est aussi poète et performeur sous le pseudonyme de Julien Blaine. Donc, l'objectif, c'est de donner des espaces de travail aux artistes qui vivent dans cette ville de Marseille, et sous forme associative au nom de Système Friche Théâtre. À partir de là, elle est créée et co-dirigée par Alain Fourneau et Philippe Foulquier pendant quelques années, puis par Philippe Foulquier, qui, avec son administrateur Fabrice Lextrait, développe le projet de cet espace qui sera ensuite appelé le pôle Auteur, face à la rénovation d'un autre bâtiment quelques années après, et qui s'appelle le pôle Média. Donc, ce pôle média accueille ce qu'on appelle des entreprises créatives, tandis que la friche de la Belle de Mai continue à occuper les espaces avec des artistes, des acteurs culturels, des médias alternatifs et avec tous les publics, et évidemment des pratiques qu'on appelle des pratiques amateurs. Ce projet culturel pour un projet urbain, comme il a été appelé et conçu tel, avec l'aide de l'architecte Jean Nouvet, avait été pensé sous ce que résume la formule des lieux libres, souples et ouverts, qui sont donc hospitaliers, réversibles, indéterminés et ouverts à l'invention, à la création, à l'inconnu, à l'improbable et certainement à l'incalculable, c'est-à-dire ce qui va par-delà tout programme, qui fait violence au calcul, aux paramètres, et ou pour reprendre le titre d'un poème de Hölderlin, l'homme habite en poète. Alors, je ne vais pas être exhaustive sur l'histoire de la friche, qui est donc une histoire collective, et a d'ailleurs été créée en 2008 avec l'aide d'un autre architecte qui s'appelle Patrick Bouchin, une société coopérative d'intérêt collectif, afin de la gérer via une présidence et une direction, mais aussi avec des membres sociétaires, ceux qu'on appelle les résidents, donc, qui travaillent et pratiquent la friche, avec des habitants du quartier et des représentants d'institutions qui soutiennent son fonctionnement. Je m'arrête quand même sur un moment important et un tournant dans l'aménagement du lieu. Vous voyez ces deux autres photographies de cet espace, qui sont la capitale européenne de la culture, Marseille-Provence 2013, où un certain nombre d'espaces de la ville se transforment, dont la friche, qui transforme ces aménagements, occupe plus d'espace pour les artistes et les associations, agrandit ces lieux de diffusion, ces espaces d'exposition et ces salles de spectacle se multiplient, et des espaces sont aménagés pour les pratiques amateurs, évidemment, avec plus de box de répétition aussi pour les musiciens, et puis pour aussi des activités plus sportives, et pour ce qu'on appelle aussi des arts urbains. Néanmoins, la friche, cet espace urbain, peut-être trop urbain, c'est aussi une expérience de la nature en ville, du vivant biologique en interaction avec les matériaux artificiels de l'aménagement urbain, où s'opposeraient plutôt ces éléments-là. Comment une résilience peut être possible, hein, c'est une question. Donc, on voit ici des jardins participatifs qui sont toujours cultivés. Hein. Comment on amène aussi des éléments qui sont la terre dans cet espace où vous voyez ici les jardins, mais c'est entouré de goudron tout autour, et vous voyez donc le TGV derrière. Comment une résilience est-elle possible? Donc, en ce sens, les artistes du groupe Dune ont créé les rencontres ville-nature et ont aussi expérimenté ce rapport-là entre la ville et la nature via une installation à la fois artistique et scientifique qui s'appelait De cet endroit. C'était aussi en 2013, en investissant le toit-terrasse de la friche. De cet endroit ou de la vie des plantes en milieu hostile. Donc, l'expérimentation scientifique et artistique se présentait ainsi. À partir d'une patiente immersion dans les mouvements du paysage urbain, ce work in progress entraîne vers une perception double d'un espace physique et en réseau qui conjointement évolue en résonance.
Donc, comment ça s'est passé? En même temps que l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale met en place un protocole scientifique d'expérimentation végétale sur le toit, participant à la réflexion sur le devenir des villes, l'entreprise Apical Technologies met à disposition son savoir-faire. Ah, je ne dis plus rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, pardon. Apical Technologies, alors moi je ne vois plus rien, je ne sais pas si vous me voyez. Mais... Oui, oui, on voit les slides du groupe Dune là. Oui, c'est bien ça, mais mon ordinateur se met en veille visiblement et c'est tout noir. L'entreprise Apical Technologies met à disposition son savoir-faire sur la captation haute définition et en temps réel de micro et macro événements augmentés par la présence de capteurs de mesure du physique du site. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop, mais évidemment, là, on a un exemple de rapport entre expérimentation urbaine, artistique, technologique et scientifique. On voit encore Colette, celle du groupe Dune. Peut-être que pourrais-tu avancer au Oui, prochain oui, slide? Ça avance? j'avance dans ma présentation. Dans et hors la friche, je vais maintenant présenter une série d'expériences artistiques et citoyennes qui me semblent se préoccuper du devenir de la vie en ville, du vivant urbain, mais qui ne peut être déconnecté d'une préoccupation de l'avenir de la vie sur la planète à l'ère anthropocène, où l'activité humaine serait donc devenue un facteur géologique dans un processus anthropique qui conduit vers l'extinction de la vie, notamment de la vie humaine. Donc, ce serait un processus autodestructeur et l'épidémie mondiale que nous traversons en serait évidemment un symptôme. J'y reviendrai peut-être si je peux parler des problématiques écologiques qui me semblent être nécessaire de poser aujourd'hui. Donc, je présente un workshop que j'ai moi-même développé, qui a été un atelier réalisé à Marseille et à Yogyakarta en Indonésie. Où je travaille avec un groupe d'artistes du collectif ONF. Donc, je donne quelques lignes sur le sujet. Sur le thème et l'opposition habitable et inhabitable, il était proposé aux participants d'utiliser les technologies numériques quotidiennes, ici le mode photographique de leur téléphone portable. Il était demandé de prendre une photographie de ce qui représente pour chacun dans leur environnement l'habitable et une photographie de l'inhabitable. Les photographies étaient partagées et commentées. L'idée était de constituer une base de données et un récit de ces espaces habitables et inhabitables. Cela était en référence à l'écrivain Georges Perec et cette notion peut concerner différentes espèces d'espaces privés, publics, intérieurs, extérieurs, réels, virtuels, concrets, symboliques, vécus ou rêvés. Il s'agit donc de notre relation à l'environnement immédiat, au milieu dans lequel nous vivons ou parfois nous survivons et que nous voudrions habiter. Donc là, ici, on est en Indonésie et puis ça, c'est à nouveau à Marseille. Cet atelier s'est poursuivi effectivement à nouveau à Marseille en 2019 dans le cadre d'activités d'Ars Industrialis, qui est une association qui avait été fondée par le philosophe Bernard Stiegler, avec qui j'ai travaillé quelques années. Et c'était sur le thème de la ville véritablement intelligente, à l'encontre des projets de Smart City, de villes automatisées et déshumanisées, gouvernées par des algorithmes et qui deviennent antidémocratiques. Donc l'idée était de faire ensemble le rêve d'une ville véritablement intelligente, ou au contraire du cauchemar possible que les projets de Smart City pourraient engendrer. Cette collaboration avec le collectif ONF à Yogyakarta s'est continuée et a amené Alphabéville à être partenaire du premier sommet Transformaking qui a eu lieu effectivement à Yogyakarta en 2015. Là aussi, je ne vais pas m'attarder, mais je présente brièvement l'objectif du projet et le contexte.
dont artistes, makers, hackers y ont été réunis pour penser et expérimenter de nouvelles façons de produire à l'heure des technologies numériques open source. Le mouvement des makers ainsi que la culture qui lui est associée propose des solutions alternatives de manière concrète et citoyenne, là où les institutions sociopolitiques ont échoué. Et confrontés à l'échelle industrielle et dans le système économique actuel, demeure le risque de marchandisation. Une attitude critique est essentielle pour investir une véritable transformation de la production, qu'on appelle donc en anglais « transformative making ». L'argumentaire de ce transform making était qu'avec l'essor que prend actuellement l'innovation ouverte, qui s'étend au-delà de l'open source, du bricolage ou du do-it-yourself, de l'activisme et des pratiques culturelles et des technologies, émerge le domaine de ce que des scientifiques tels que le chercheur et docteur Matt Ratto appellent la culture de fabrication critique engagée ou fabrication critique, faisant écho à la nécessité d'engager une réflexion critique sur la culture, l'histoire et la société à l'échelle mondiale. Ces formes de recherche et de production appellent également à pouvoir allier théorie et pratique en organisant des workshops, des maker camps, des conférences et de l'expérimentation technologique. Donc, Transform Making a invité des artistes, des commissaires, des théoriciens, des chercheurs, des développeurs, des activistes, des entrepreneurs, des responsables associatifs ou d'organisations sociales. Les pratiques culturelles, artistiques, sociales, scientifiques, technologiques s'y sont croisées pour des échanges prospectifs et de nouvelles perspectives de développement durable au niveau local et mondial. Donc, dans ce cadre est né pour moi un questionnement sous le titre « What are we making together ?» Qu'est-ce que l'on fabrique ensemble? Comment l'on fabrique ce que l'on fabrique en termes de production, mais aussi socialement, et donc pour quelle habitabilité et quelle soutenabilité. Il y a un lien où on peut consulter des vidéos, je ne vais pas les montrer, sinon ce serait peut-être un peu trop long. Donc cette proximité avec les technologies ouvertes m'a aussi conduit à m'intéresser à la ville ouverte, selon les termes du chercheur Richard Sennett, ou à l'urbanisme ouvert, selon ceux de sa compagne et sociologue Saskia Sassen, et ce, à travers un projet de Stefan Kovacs, qui est un urbaniste, mais qui est aussi l'ex-directeur du festival transmédial à Berlin, qui a, il y a quelques années, créé une agence pour la culture ouverte, où il a entre autres développé un projet qui s'appelle OS Juba, Open Source Juba, Open Source Urbanism as Development Intervention, l'urbanisme ouvert comme intervention pour le développement. Ce programme proposait d'appliquer les ressources et méthodologies de l'open source dans l'organisation urbaine et juridique de la capitale du Sud-Soudan, Juba. Le Sud-Soudan étant le dernier pays indépendant en 2011, après un long conflit au Soudan. Donc, d'expérimenter ces technologies pour l'urbanisme, puis de les modéliser pour la constitution du nouvel État du Sud-Soudan. Selon Stefan Kovacs, les principes de l'open source encouragent de nouveaux modèles sociaux, culturels, économiques, politiques, et les solutions locales ouvrent à de nouvelles relations mondiales. Alors, appliqués aux défis de l'urbanisme, comment ces éléments se traduisent en pratique publique, pouvant agir en tant qu'alternative viable dans des tentatives pour établir la démocratie. Œuvrant à la possibilité d'une culture ouverte mondiale, les communautés d'urbanisme ouvert, il y en a peu, semblent être l'unique position tenable pour porter les principes de base de l'expression libre et ouverte, de la participation publique et du développement local. Je vais juste citer un extrait d'un article écrit par Stefan Kovacs et que nous avons publié en 2015 dans la revue MCD. Il disait OS Juba, qui se revendique comme l'initiative système ouvert du Soudan du Sud, propose d'appliquer les moyens et les méthodes de l'open source international, de la culture libre, des technologies accessibles et des communautés d'activistes pour faire face à la perte d'espace et d'identité civique et publique engendrée par un tel processus de développement post-conflit. En considérant le cadre urbain comme un système ouvert qui permet de renforcer les communautés et de reprendre un contrôle civique,
sur le processus d'urbanisation. OS Juba cherche à générer pour le nouvel État du Sud-Soudan et de sa capitale une vision basée sur la collaboration et l'interaction avec le public. Donc ce qu'on appelle évidemment un bottom-up. Je vais aller vers le dernier exemple. Alors, tout ça nous éloigne un petit peu de la friche, mais ne nous éloigne pas de problématiques qui pourraient être expérimentées aussi et pensées à travers la friche. Dernier exemple, urbanité numérique qui se développe actuellement dans le cadre du territoire apprenant contributif de Plaine Commune en Seine-Saint-Denis, qui là est un des territoires les plus pauvres de France. Évidemment, je fais un lien avec le quartier de la Belle de Mai, qui est porté par Ars Industrialis et l'Institut de recherche et d'innovation fondé par Bernard Stiegler, sous forme de recherche contributive. Alors, la recherche contributive est une recherche entre académiques et habitants, où chacun est considéré comme chercheur. C'est une recherche participative et contributive, c'est-à-dire capacitante, productrice de nouveaux savoirs et de valeurs sociales, tout autant que de valeurs néganthropiques. On parlera peut-être tout à l'heure de ce que signifie ce terme. Cet atelier a pour objet une expérimentation pour une nouvelle urbanité à l'ère du numérique. Elle se présente ainsi. Ce projet a pour but de développer une nouvelle intelligence urbaine et de nouveaux savoirs urbains permettant d'anticiper et d'orienter les mutations que les technologies numériques font et feront subir aux métiers de la construction, de la gestion urbaine, de l'urbanisme et de l'architecture. Il s'agit d'inventer et d'expérimenter sur le territoire de Plaine Commune un nouveau modèle de ville intelligente fondé sur le développement d'un nouveau génie urbain et sur une intelligence collective du numérique portée et partagée par les habitants et en particulier par les jeunes générations. Ce projet associera donc lycéens, enseignants et artistes dans cette expérimentation. Comme toute évolution technique, la nouvelle révolution urbaine a une dimension pharmacologique au sens où elle produit des effets à la fois toxiques et curatifs. Nous pensons cependant que la manière dont elle est concrétisée aujourd'hui par le marché via le modèle de la Smart City conduit à accroître considérablement sa dimension toxique, car la smartness que pratiquent les gens du numérique repose en réalité sur une automatisation qui se substitue de plus en plus à une souveraineté politique des territoires et court-circuite plus largement les savoirs locaux des habitants. En cela, elle amène les villes à devenir inurbaines, ce qui veut dire aussi inciviles, au sens où étymologiquement la civitas désigne l'urbanité entendue comme une forme de génie du vivre ensemble. Je vais peut-être m'arrêter. Est-ce que j'ai le temps d'une conclusion ou j'y reviendrai après ? Non, je pense qu'on pourra revenir. Vous avez laissé tellement de lignes de débat, Colette, que je pense qu'on va revenir sur plein de choses. J'ai adoré le dessin du bonhomme qui demandait son code PIN à la caméra de surveillance. Et je pense que ce dilemme entre le technocentrisme ou la tyrannie de l'algorithme dont vous parliez est très, très pertinent dans un moment où on va être dans nos villes de plus en plus entouré de technologies, de boîtes noires qu'on ne comprend pas. Et donc, du coup, si la loi de l'algorithme n'est pas visible, du coup, comment va-t-on savoir si elle est juste ? Donc, on reviendra dans le temps de réponse. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer la parole à Mick Finch, qui est notre cher correspondant depuis la ville de Londres, une de ces villes où, comme je disais, les choses arrivent pour première fois dans l'urbanisme et qui a joué un peu ce rôle de laboratoire avec Berlin et Amsterdam dans la reconversion des ruines de la société post-industrielle en espace d'expérimentation culturelle et artistique. Mick est artiste et chercheur, en plus de professeur de Visual Art Practice à l'University of the Arts London Central St. Martins. Il a une relation très spéciale avec la France. Son travail dernièrement s'intéresse à l'urgence de trouver une forme de dialogue entre l'art et le design, avec les humanités et les disciplines technoscientifiques, mais sur un rapport d'égalité. Et il nous rappellera plusieurs exemples dans lesquels le passé et le futur peuvent être reconfigurés dans l'imaginaire avec des nouveaux outils technologiques. Donc, Mick, la parole est à toi. Comment vont les choses à Londres ? Pas mal. On habite dans les nouveaux ruines maintenant. Mais
merci à toi, Karim, et merci à Chronique et aussi spécialement à La Friche, à Eva aussi. Bon, je partage l'écran. Bon, ça marche. Parfait. Voilà. Ça, c'est plein écran. Là, Bien. c'est parfait. OK. En fait, j'ai lié mon présentation. J'espère que c'est clair. Bon, je vais présenter quelques éléments qui adressent comment la recherche dans les universités d'art et design, et spécifiquement à Central St. Martins à Londres, utilise les technologies et méthodologies de ces pratiques propres dans les projets qui sont liés avec des questions de cette table ronde. Et en fait, je cible plutôt les problématiques et les processus et aussi les idées de technologie très diverses qui ne sont pas spécialement numériques. Et aussi, c'est parmi quelques projets qui sont subventionnés, qui est, comme on dit, en train de, comme on dit, en progrès, on peut dire. Bon, je suis un chercheur à Central St. Martins et les exemplaires que je présente ne sont pas des objets esthéticisés. Ils concernent plutôt notre culture de recherche et les paramètres des cultures de la recherche en général. En fait, je présente le travail de Louisa Minkin et Elizabeth Wright et aussi un peu de moi-même aussi dans le contexte des projets en progrès. Notre priorité est de centrer la problématique autour des questions de savoir comment les processus de pratique artistique peuvent fournir aux communautés des outils pour faciliter leur propre créativité. Depuis 2017, Central St. Martins a fait le workshop avec les étudiants, l'équipe pédagogique et les techniciens comme les initiations dans la technologie de photogrammetrie. Et spécifiquement, comment ça marche avec les technologies de base, comme le smartphone et aussi l'open source software, aussi bien que les scanners de haute gamme. Un exemplaire de comment les technologies marchent avec la communauté est un projet subventionné par le Arts and Humanities Research Council, dirigé par Louisa Minkin, qui interroge comment les objets sacrés de la Blackfoot Confederacy Community, qui sont le peuple américain indigène, pour utiliser la photogrammétrie pour réunir les objets qui sont dispersés autour du monde. Il s'agit d'un projet d'archivage numérique, mais aussi d'un moyen de communiquer les protocoles de traitement des objets sacrés aux conservateurs des musées. Ce projet interdisciplinaire a permis au CSM, Central St. Martins, de développer des moyens d'utiliser cette technologie en termes des engagements sociaux. Bien que son impact ne soit pas strictement au niveau de la ville, il a servi notre culture de recherche en développant des initiatives relationnelles. Un exemplaire de ça, c'est un projet d'Elizabeth Wright qui travaille avec les 9 favelas qui sont comme les bidonvilles de São Paulo avec la technologie de MASI ou le Raspberry Pi. Cette technologie est très simple. En bref, c'est un mécanisme qui est à l'intérieur d'un smartphone, par exemple, mais sans écran. C'était utilisé de mettre en place un système de disque dur en rapport avec la capacité de rebondir le Wi-Fi. Cela facilite un système d'archives avec un accès localisé. Et aussi, je peux ajouter, c'est intéressant pour avoir un système qui est dans le réseau d'un Wi-Fi, mais qui n'est pas exactement lié à l'Internet. En fait, cette notion de localisation et contrôle, si vous voulez. C'était utile pour les favelas quand il a besoin de communication
dans un territoire qui change tout le temps et où l'électricité et l'eau, c'est souvent coupé. L'archive était utilisée en lien avec la photogrammétrie, qui est facilité une façon pour faire une cartographie du territoire. Et ça, c'est très important avec la favela parce que les autorités démolissent le favela souvent. En fait, comme ça, le favela bouge tout le temps. Et comme ça, cette notion de cartographie, c'est très, très important. L'autre utilisation était sur le déplacement au travail de gens de la favela en autobus pour faire un aller-retour souvent de 6 heures chaque jour. Le Raspberry Pi a fonctionné comme une bibliothèque sur l'autobus par accès d'un smartphone. Il faut noter qu'il n'y a pas beaucoup des ordinateurs en circulation dans le favela, mais les smartphones sont plus courants. Mais je voudrais souligner en fait aussi quand la photogrammétrie s'est utilisée, c'est avec le smartphone, avec le open source software par exemple. Comme ça, c'est pas quelque chose, si vous voulez, très spécialiste après l'initiation. Comme ça, le site web de reversoresourceforge.org, en fait, c'est une façon de expliquer comment les initiations marchaient avec le favela, comment le workshop a fonctionné. Bon, encore, Elizabeth Wright a aussi développé en collaboration avec le partenaire le projet Digital Markers en rapport avec le travail à la fait à São Paulo. La technologie de Raspberry Pi est cette fois liée à un site ou un endroit spécifique. Dans l'étude de Casa Londres, il s'agissait d'un terrain de jeu communautaire avec une histoire profonde. Le projet travaille avec un membre de la communauté en créant une archive qui explorait à la fois l'histoire du site ainsi que le site physique lui-même, qui était archivé sur le Raspberry Pi. Afin d'aborder l'aspect dématériel de le Raspberry Pi, le projet visant à créer des structures qui marquent le site. Des boîtes à outils ont été créées pour faciliter cela afin que les communautés elles-mêmes puissent interconnecter l'appareil Raspberry Pi dans une structure physique qui marque le site. C'est-à-dire, en fait, mais spécialement dans la régénération, parce que c'était un terrain de jeu très local de nous à Central St. Martins. En fait, dans la régénération, l'aspect comment ça marche, placemaking, par exemple, on voudrait engager la communauté dans ce processus. C'est une manière d'identifier et de matérialiser quelque chose qui est autrement dématérialisé. Louisa Minkin, Elizabeth Wright et moi-même travaillons actuellement sur Imagining Futures. C'est un projet subventionné par le Global Challenges Research Fund. Son objectif est de construire des méthodologies de pratique d'archivage égalitaire qui permettent la coexistence et la reconnaissance de multiples expériences et récits du passé qui défient un nous singulier. Le projet est ciblé à le pays plutôt dans le Global South, fonctionne en collaboration et à travers Beyrouth, le camp de réfugiés de Badawi au Liban, en Tanzanie, au Ghana et à Londres. Notre équipe travaille en collaboration avec le département de l'Endangered Material Knowledge Program au British Museum. Nous avons établi une étude de cas basée sur un terrain d'aventure qui est un type de terrain de jeu. En travaillant avec les enfants, nous développons des boîtes à outils qui ont fourni des méthodologies et le moyen aux enfants de collecter les données, des images, des représentations en vue de constituer un archive vers leur propre narration du site, principalement sous la forme d'une peinture murale.
Nous visons également à utiliser des méthodes archéologiques sous forme de creusets, c'est-à-dire un fouillis archéologique que les enfants font dans le cours de récréation, ainsi que des autres méthodes de collecte de données telles que les scanathons. L'objectif est de diffuser ces outils dans le consortium, agissant comme un point commun à partir duquel l'archivage égalitaire et la communication transversale peut avoir lieu. Ça, c'est un work in progress. Les aspects que j'ai présentés ici reviennent tous aborder la question de savoir comment les méthodologies et pratiques artistiques pour faciliter la créativité au sein des communautés et comment le relationnel peut être avancé plutôt que des qualités d'esthétique et de l'auteur. Cet objectif représente un changement plus profond et plus systématique qui a eu lieu de moins au cours de 20 dernières années, qui est incarné dans le mouvement français, plutôt esthétique relationnelle, où les relations sociales étaient considérées comme matériel artistique. Et je dois ajouter là-bas, en fait, pour moi, l'esthétique relationnelle de Bourriaud, c'était, comme on dit, c'était pas toujours clair. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche idéologiquement, mais en même temps, le sujet au centre de l'esthétique relationnelle, c'est quelque chose qui est avec nous maintenant. Ce changement, peut-être on peut penser comme un mouvement de l'art vers la créativité et sous les formes et ces formes égalitaires sont privilégiées. C'est-à-dire que et maintenant, dans le sens de subvention avec l'Arts Council à Londres, en Angleterre, ils ne subventionnent pas l'art, mais la créativité. Et c'est quelque chose qui est aussi problématique. Mais en même temps, l'objectif, c'est pour arriver à quelque chose de plus égalitaire. Mais comme ça, l'éthique, c'est peut-être bon, mais peut-être les moyens et peut-être l'impact, c'est pas toujours bon. C'est vraiment une problématique et quelque chose qu'on doit adresser, je crois. Pour T-Factor, le rôle de l'art dans le projet de régénération et où il y a des communautés établies soulève des questions éthiques. La communauté doit être habilitée et l'œuvre d'art ne doit pas venir d'en haut, d'être imposée. Les questions de collaboration et de co-création qui accompagnent cette approche sont également évidentes dans la culture de STEAM, où l'art et la créativité visent à travailler en collaboration avec les sciences et le sujet de STEM, c'est-à-dire Science, Technology, Engineering et Mathematics. Avec STEAM, la créativité est mise en valeur, mais sans un sens concret de la façon dont elle peut fonctionner avec les arts plastiques spécifiquement. Et aussi comment l'art se distingue de disciplines de design et de l'architecture. Une question que T-Factor se posera est ce que cela signifiait dans la pratique et quelle pourrait être sa relation avec la communauté. Bon, je fais un bordel avec la dernière phrase, mais c'est-à-dire que, par exemple, la notion d'un creative hub, comment c'est possible, c'est quelque chose qui est vraiment de la participation et à propos de la communauté et pas quelque chose qui arrive comme un UFO dans nos. C'est, je crois, plus ou moins la problématique qui face nous maintenant. Bon, c'est aussi un work in progress. Et bon, c'est tout. Et merci à tous. J'espère que c'était clair. Oui, très clair.
C'est très façon charmant. j'ai marcelé la belle langue française. Votre bel accent français. Je remercie. Je vous dis, c'est un vrai plaisir d'avoir une discussion entre plusieurs pays en langue française. Ce n'est pas l'habituel. Et je trouve aussi que les langues aussi ont des nuances particulières. Et le français est une langue très, très pertinente pour poser des questions différentes et pour trouver des chemins non traditionnels pour poser la perspective d'un problème. Mais je voulais commencer avec une question très pratique pour tous nos correspondants, Lucas, Colette, Katharina et Mick. Et imaginons un jeune artiste qui est dans une de ces villes ou dans une autre ville dans la planète. Quelles recommandations pourrait-on leur donner sur le futur? Quelles pensez-vous que seront les futures ruines de la société post-industrielle sur lesquelles ils pourraient s'investir pour créer des nouveaux projets autogérés ou des nouveaux chemins contemporains? Est-ce que ça va être les bureaux, par exemple, comme à un moment donné dans les conversations précédentes, Mick avait évoqué? Donc, avec l'histoire du post-Covid, on va se retrouver avec toute une série de patrimoine immobilier dont on ne sait pas quoi faire. Et d'un autre côté, je voulais vous poser la question sur la place de l'artiste dans le processus de régénération urbaine et cet archétype de la gentrification qu'on n'arrive pas à dépasser et comment trouver des modèles où l'artiste n'est pas tout simplement une poupée utile d'un processus où c'est l'argent qui marque le tempo. Comment créer des modèles où la valeur ajoutée dans un quartier peut être redistribuée entre les voisins et les gens qui y habitent et qui s'investissent et qui donnent leur vie, même s'ils n'ont pas de capital, pour transformer ces quartiers. Et c'est une question ouverte, donc n'importe qui peut commencer. Je peux commencer un peu, peut-être? Oui, bien sûr. Oui, à Londres, Londres, c'est une ville très chère, en fait, comme un professeur dans une école de beaux-arts très grande, on a remarqué quelque chose. En fait, il y a une fuite. Les étudiants quittent Londres. Ils ont quitté Angleterre, en fait, le Royaume-Uni. Mais ça, c'est une autre raison pourquoi le Brexit, c'est tragique, en fait, parce qu'ils cherchent les autres pays. Et maintenant, en fait, je suis maintenant en face des bâtiments. Je peux voir la fenêtre, les bâtiments de la City of London qui sont vides, absolument vides. Et un nouveau qui est le plus grand skyscraper de Londres, qui est une quantité de mètres carrés unimaginable. Et comment ça marche dans l'avenir, je ne sais pas. Mais en fait, je crois pour nous, T-Factor, c'est quelque chose qu'on peut adresser. Ces bâtiments dans l'époque de Covid, peut-être avec le home working maintenant, parce que aussi les gens quittent Londres pour le banlieue. En fait, maintenant, la notion de la grande ville, c'est vraiment un changement énorme. Mais aussi avant Covid, il était le grand changement avec on a un projet à CSM qui s'appelle les économies des artistes, Economies of the Artists. Parce que le changement, c'était évident. Par exemple, le marché d'art, c'est complètement cassé, mais maintenant, c'est plus cassé qu'avant. Et aussi, la façon d'utiliser les foires d'art, c'est complètement cassé aussi maintenant. Mais maintenant, les jeunes artistes cherchent les autres façons de vivre. Mais aussi, les aspects relationnels sont, comme on dit, sont présents maintenant dans le domaine de l'art, dans un sens distinct de le design, avec les jeunes artistes, dans une façon qui n'était pas là, je crois, depuis 10 ans avant.
Et maintenant, ils ont présent, il y a un changement, une accélération, je crois, comme ça, un changement de pratique. Et aussi la notion qu'un cultural hub, c'est juste les ateliers pour les artistes qui ont un engagement social à partir de l'atelier. Je crois que c'est quelque chose qui est un peu passé. Je ne sais pas si ça... Mais aussi, comment on dit, relation avec le design et l'architecture et l'art, on a discuté ça l'autre journée. Ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose qu'ils font maintenant. Par exemple, les architectes utilisent le paramètre, le protocole de l'art. Les artistes utilisent le protocole de design et l'architecture, etc., etc., etc. Mais le croisement, vraiment, comme dialogue, on trouve dans l'école de beaux-arts comme Central Saint-Martin, c'est très difficile à faire. Je crois que ça, c'est un work in progress qui est très important, vraiment pour faire dialogue entre les disciplines, si vous voulez. Bon. Très, très intéressant cette idée que l'artiste aussi peut, sans se trahir à lui-même, mettre d'autres casquettes qui peuvent lui ouvrir des portes pour, euh, pour faire des travaux similaires à ce que leur pratique artistique pouvait faire, mais avec un autre chapeau, comme le chapeau de designer ou le chapeau de maker. C'est très, très intéressant et je pense que cette question est quand même universelle. Tout le monde utilise les mêmes outils maintenant. Ça, c'est une clé de ce qui se passe. Mhm. Bon. Colette. Peut-être, oui. C'est une question très difficile. Hein. De donner des conseils, c'est surtout en ce moment où la situation est vraiment très instable. Donc, on ne sait pas vraiment quelles sont les perspectives soutenables. Peut-être deux choses. Une chose un petit peu concrète concernant la gentrification. Évidemment, j'ai cité un moment clé dans la transformation des lieux culturels et même de certains quartiers de Marseille qui a été apporté par le fait que la capitale européenne de la culture a eu lieu sur une année sur le territoire de Marseille-Provence, hein, qui était pour la première fois agrandie à une métropole. Habituellement, les capitales européennes de la culture sont centrées sur des villes. Là, c'était vraiment sur un territoire élargi. Donc sur une conurbation, et puis évidemment avec des villes de taille différentes, et puis évidemment un petit peu des espaces pas ruraux, mais enfin de campagne, hein, entre Marseille et Aix, entre d'autres petites villes. Donc c'est peut-être un changement d'échelle aussi qu'on a à faire, et la ville, l'urbain ne devient peut-être plus le centre des activités, quoi. Mais évidemment, avec cette capitale européenne de la culture, on s'est posé la question de la gentrification, puisqu'il y a une valorisation évidemment de la ville qui est favorable, et puis un côté qui est plus difficile parce que les artistes, enfin, la population elle-même ne gagne pas forcément beaucoup plus d'argent une fois la capitale européenne passée. Donc, comment on fait avec tout ça? Et en même temps, on se rend compte que ce processus est un petit peu autodestructeur. Les artistes eux-mêmes créent une gentrification, donc créent une valeur, mais eux-mêmes sont plus ou moins chassés de ce qu'ils ont produit, puisqu'ils n'arrivent plus à payer les loyers. C'est un petit peu malheureusement quelque chose qui a eu lieu à la Friche aussi, hein, qui s'est passé. Certains artistes ont été en difficulté, ont dû quitter parce qu'ils ne pouvaient plus être là. Comment on réinvestit peut-être d'autres lieux, ou comment on crée plus de partage? C'est une question qu'il faut évidemment se poser. Et puis, il y a effectivement une autre dimension qui est celle du Covid-19, donc de ce virus qui est contagieux, qui circule beaucoup là où il y a de la densité, et évidemment dans les villes, il y a de la densité. Donc, tout le monde s'est dit je vais sortir de la ville. Ceux qui ont le plus de facilité à sortir des villes sont évidemment ceux qu'on appelle les bobos, hein, les bourgeois bohèmes, qui ont toujours un point de chute hors des villes dans lesquels ils peuvent passer le confinement.
Donc, quel est le devenir des villes dans le rapport au vivant? Comment on réinvestit et on assainit sans alors prendre soin, le soin, le care, c'est pas l'hygiénisme, hein, mais comment on prend soin de nos espaces en faisant en sorte que le vivant continue sa vie pour, enfin sa course pour préserver la vie humaine. Voilà, tout ça pour moi, c'est évidemment des questions. Et puis sur un plan un peu plus théorique, mais en même temps expérimental, sur la question de la valeur, si j'ai travaillé aussi avec Bernard Stiegler, c'est pour ses concepts, mais aussi pour ce qu'il développe en termes d'économie contributive, où évidemment toutes les activités trouvent une équivalence dans un processus de valeur qu'on appelle de la capacitation, donc de la production de savoir, et puis de la valeur qu'on appelle aussi néganthropique, qui inverse le processus anthropique de l'anthropocène, qui fait que ce virus en est peut-être un symptôme et nous mène vers un processus destructeur et même autodestructeur. Merci Colette. Je ne sais pas si nos autres correspondants ont quelque chose à rajouter, mais dans le chat de Zoom, les grandes tables nous a partagé une nouvelle sur comment à Marseille, il y a 15 000 mètres carrés de bureaux qui vont être attribués à Yes We Camp. Si je me rappelle, faisait partie de l'équipe qui a été aussi dans l'aménagement transitoire des grands voisins à Paris. Et il lance aussi une question sur quel est le type de projet. Est-ce que c'est juste une facilitation foncière pour permettre la création autonome ou c'est un processus nouveau de construction de la ville et de la société? Et si nous restons dans l'usage des creux sans projet de transformation sociétale, l'opération qui concède les mètres carrés est un processus de spéculation foncière sans questionnant sur l'écriture de la ville. Et en fait, c'est l'idée de comment créer des mécanismes pour que la ville ne se construise pas du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. Non? Et que je pense que sur plusieurs des exemples qu'on a vus dans les villes participantes et que nos correspondants ont partagé avec nous, on a vu cette idée de comment il y a des choses qui ne peuvent pas être planifiées et que la ville peut-être a besoin d'espaces creux ou espaces en blanc pour que l'initiative citoyenne il pousse comme une plante plus que comme quelque chose de planifié en béton. Je ne sais pas si c'est évocateur pour Lucas ou Katharina qui n'ont pas encore parlé dans le tour des questions, par exemple. Et sinon, je voulais vous poser aussi comment survivent les artistes dans vos villes. Quelle est l'écosystème en tenant compte que l'artiste déjà avait une place fragile économiquement parlant dans la ville et qu'avec le Covid et toutes ces disruptions successives qu'on est en train de vivre, cette place se fragilise encore plus. En effet, moi, je voulais rajouter le fait en détournant la question sur quel est le rôle de l'art dans ces projets de requalification, mais plutôt quel est le rôle du sujet qui met en place la requalification dans la ville. Parce qu'en effet, l'art, elle n'a pas en fonction l'art elle-même, mais on sait que l'art et les artistes ont la capacité d'activer des procès. Du coup, je crois que des sujets qui interagissent dans la ville, dans des grands projets de requalification qui en effet vont avoir une influence dans la façon où les citoyennes et les citoyens, les habitants du quartier interagissent avec le lieu, c'est plutôt de mettre en place une plateforme, un lieu qui est assez, du coup, de planifier dans un certain sens ce qui est l'inattendu. Ça veut dire de mettre en place un territoire qui peut fertiliser et faire croître en effet des projets où l'art peut avoir un lieu dans la connexion avec la ville même. Parce qu'on sait que l'art a la caractérisation même de pouvoir créer une identité
que c'est aussi un des défis des projets de requalification peuvent avoir. Et il y a toujours le risque du nom de la gentrification, comme en effet un projet qui vient, comme justement tu disais, Karim, de l'eau sur les bas, mais engager les habitants dans des projets participatifs en leur disant qu'est-ce qu'ils est en train de faire n'est pas du coup en imposant un projet, mais plutôt en montrant les procès qui est à l'arrière de ces changements. Je crois que c'est en fait quelque chose, en fait, pour l'expérience qu'on voit, par exemple, en Manufactura Tabacchi, qui est une expérience assez nouvelle, mais c'est assez ça, les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, les dialogues continuent avec le contexte et la connaissance du contexte sont des trucs qu'on ne peut pas ignorer d'une certaine façon. Parce qu'on parle de chantiers qui sont en train vraiment de changer la façon de vivre un quartier. Et il y a un concept assez intéressant qui c'était en fait, je pense à Christopher Booker qui parlait des néophiliaques. Qui c'était, en effet, il parlait de le néophiliaque comme un sujet dans les années 60 qui a une maladie, en effet, qui ne veut pas imposer, en fait, il n'aime pas les conventions et les règles et qu'il a besoin de toujours de construire de nouvelles règles continuellement. Et en fait, c'est le défi qui pas seulement les sujets qui font de la requalification, de la régénération, mais même les architectes, les designers, les artistes, ils doivent, tous ces gens doivent, et nous-mêmes, il faut dans un contexte en continu changement, en effet, nous poser dans cette approche, attitude au changement continu. Et les ruines, en effet, et dans ce changement de perspective dont on parle même dans Haraway, c'est effectivement pas penser au futur comme quelque chose, une narration qui doit se passer, mais on est déjà dans notre ruine maintenant, et du coup, nous et les artistes aussi, du coup, peuvent nous aider à comprendre qu'on est déjà dans les ruines et qu'en effet, la vie et le changement doit et peut partir à partir de ça et pas en espérant en fait, en expectant quelque chose qui va se passer comme une catastrophe ou une apocalypse, en parlant même de question de l'anthropocène. Et c'est une narration en effet qu'il faut changer et que peut-être que des lieux urbaines et des villes qui étaient des villes urbaines comme les nôtres peuvent montrer ce type de narration en le faisant avec les gens, les habitants, les designers et tous les sujets créatifs qui sont faits, appelés à faire ce type de raisonnement. Non, tout à fait, Katharina. Et c'est intéressant aussi cette idée de ruine comme catalysateur du futur, non? Le passé qui nous sert pour reconfigurer présent et futur. Et, on peut se poser la question, qu'est-ce qui serait passé à Manufactura Tabacchi ou à la friche La Belle de Mai si l'immeuble avait été complètement rasé et on avait construit un immeuble complètement nouveau? Je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une mémoire émotionnelle dans ces immeubles à maintenir qui permet de maintenir les choses vivantes? Mais juste avant que tu répondes, je pense que Lucas voulait rajouter quelque chose sur la question précédente. Oui, merci. C'est difficile pour moi de comprendre tous les détails, mais j'ai quelques thoughts. Donc, il y a une exposition faite par l'architecte néerlandais Rem Koolhaas à New York, qui s'appelle Countryside, la campagne. Et je pense qu'il y a une dynamique qui se passe maintenant de les artistes qui quittent la ville, qui quittent leur position individuelle, qui va à une position collaborative, une position de travail autour de la ville, dans la campagne,
qui va aider des fermiers de faire des choses, des projets avec des citoyens. Parce que la ville est problématique, parce que la ville n'est pas vue par le politique quelque chose vivante et pas pour les humains seuls. Et ça fait aussi une relation avec le projet Feral Atlas. Peut-être vous connaissez ça et que je pense de ce projet Feral Atlas, qui est un projet des gens de science, des artistes, des philosophes qui cherchent des structures qui font par les humains et qui fait des nouveaux écologiques. Donc, une adaptation des autres sortes vivantes. Et ça regarde ces recherches. C'est aussi intéressant de regarder le COVID-19 et reverse vous comprenez ça, parce que COVID, c'est quelque chose fait par des humains. Ce n'est pas seulement un virus, mais la distribution entière, c'est fait par nous. Donc, c'est intéressant de penser à ça et tous les dynamiques avec ça, parce qu'il y a aussi pas seulement des artistes qui quittent la ville, mais en Irlande, il y a aussi beaucoup de gens qui quittent la ville et qui vont vivre dans la campagne parce que les écrans Zoom facilitent ça. Oui. C'est intéressant de regarder à ça parce que c'est une dynamique, a few steps further que le projet de T-Factor qui vu des projets d'une part de ville et pas le ville entier comme une écologique. Et ça, c'est une dynamique aussi importante pour un projet comme T-Factor, parce que ce n'est pas quelque chose d'égocentrique, non? C'est-à-dire la ville est déjà quelque chose d'égocentrique où l'humain est au centre de tout. C'est très intéressant comme réflexion. Oui, mais les projets que nous présentons ne sont pas what is it? Isolés. Mm-hmm. C'est ça. Merci. Non, mais on vous comprend, Lucas, très, très bien. Et donc, est-ce que tous dans votre ville, vous avez la sensation qu'il y a un certain exode rural après le Covid? C'est-à-dire que l'artiste cherche la lumière, il essaie de s'évader des conditions dures de la ville, surtout dans des moments de confinement. Et est-ce que vous avez des exemples concrets, des amis, des gens que vous connaissez qui sont en train de faire cet exode et quitter la ville pour la campagne? En fait, Mick. Non, Lucas, après. Non. En fait, je peux dire, je suis en train de penser à peut-être de placer à l'Écosse, parce que j'étais là récemment, j'étais frappé par le sens d'espace, qui, en fait, je n'ai jamais vraiment pensé à ça avant Covid, mais il y a beaucoup d'amis qui sont en train de faire ça, qui est
je connais beaucoup de gens, des artistes aussi, qui ont déjà fait ça pendant cette dernière année. Et aussi, comme j'ai dit avant, les jeunes, les jeunes artistes qui étaient étudiants, bon, ça c'est quelque chose qui a commencé avant Covid. Et maintenant, peut-être pour les artistes, les jeunes artistes, peut-être la migration, c'est dans l'autre direction. C'est peut-être pas occuper, en fait, cette grande ville crue. Mais le problème qui est cité, je crois, dans le commentaire de Les Grandes Tables, par exemple, aussi, je crois Catherine a évoqué ça aussi, comment la présence de l'artiste, des artistes, des activités des artistes, c'est pas juste un mécanisme pour faire un endroit, placemake, dans un processus de gentrification. Bon, ça c'est un problématique, on connaît très bien dans le T-Factor. Comment on peut faire quelque chose qui est plus durable, qui n'est pas juste pour le prix foncier, pour être quelque part habitable et cool, si vous voulez. Et ça, c'est problématique. Et je ne sais pas, je crois qu'on n'est pas dans une position de vraiment dire exactement. On a beaucoup de stratégies, je crois, mais ça reste une question. C'est une question très importante. Parce Oui. que c'est depuis le 19e siècle, c'était comme ça. On commence peut-être avec Montmartre, qui était une colline avec un moulin et pas de l'eau. Et puis les artistes, et bon. Et puis après ça, c'était fini pour les artistes. Oui, mais c'est une question qui a beaucoup de couches. Sur d'autres sessions de T-Factor, par exemple, où on a parlé avec des représentants de capital privé, c'est intéressant d'écouter comment parfois, même dans des investisseurs, il y a cette idée de la qualité du profit et qu'il y a plusieurs investisseurs qui sont disposés parfois à avoir un profit moins haut s'il est plus durable dans le temps. Donc, il faut peut-être trouver une manière au niveau de la régulation. C'est pour ça que c'est intéressant que le projet peut-être peut finir avec des recommandations vis-à-vis de la Commission européenne, de trouver des petits hacks concrets qui permettraient de faciliter que le processus d'expulsion ne finisse pas avec l'expulsion, mais avec la création de véritables écosystèmes qui peuvent se pérenniser. Colette, avais-tu levé la main? Oui. Alors ça, c'est intéressant, hein, les investisseurs qui veulent investir à long terme, les fonctions s'inversent, quoi, parce que là, on était vraiment sur le profit à court terme, hein, qui ne sont pas véritablement des investissements et qui sont plutôt spéculatifs, quoi. Oui, sur l'exode, c'est vrai que du coup, on se rend compte que on est dans le processus inverse à l'industrialisation, hein, quand l'activité de la ville produisait l'exode rural. Là, on est plutôt sur l'exode urbain où on retourne vers la campagne, si ce n'est vers la ruralité. Il faudra savoir dans quelle mesure elle existe encore. On parle souvent du urbain maintenant, des petites villes qui sont à la fois rurales et puis avec quand même de l'espace vert et de l'espace, évidemment. Roland Barthes disait déjà dans les années 80 que le grand luxe, c'était l'espace. Mais en même temps, un retour vers la campagne, pour quel projet? Si on a gentrifié les villes, est-ce que sur les mêmes modèles, on ne risque pas de gentrifier les campagnes? Voilà, c'est toutes ces questions évidemment d'écosystème, mais aussi d'économie qu'il faudrait reposer. Et là, moi, je me suis réapproprié le terme d'écologie parce que j'ai découvert sa définition initiale puisque le terme avait été inventé par un biologiste, en fait, un biologiste allemand qui s'appelle Ernst Haeckel. Et il définissait l'écologie comme la science des relations des organismes avec le monde environnant.
c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là un petit peu que moi, j'ai envie de me réapproprier ce terme d'écologie dans les perspectives qui viennent. Et c'est très intéressant aussi de le connecter avec cette idée des droits de la nature, que plusieurs exemples que Lucas nous avait présentés, comme le ZOP et celui qu'il vient de mettre sur le chat en Zoom, fairealatlas.org, c'est très, très, très intéressant parce que finalement, si on reste dans le conceptuel, on peut arriver jusqu'ici, mais trouver des manières de convertir ce conceptuel en outils juridiques pour transformer le réel, c'est des choses qui pérennisent après les changements. Et je trouve que c'est une fois de plus, c'est l'art qui sert comme réserve indienne des idées innovatrices dont la société a besoin pour pouvoir trouver des solutions qui me paraissent très, très évocatrices. Oui, c'était aussi le projet de open source Juba en Afrique, hein, au Sud-Soudan. Évidemment, c'était une expérimentation qui allait vers aussi une modélisation et une juridiction. Évidemment, c'était un enjeu colossal. Hein. On a besoin d'avocats artistes ou artistes avocats, non, ou des hybrides. Non, très très bien. Écoutez, j'avais posé tout à l'heure à Katharina une question sur la mémoire, c'est-à-dire, Mick a levé la main, mais je pose quand même la question, qu'est-ce que vous pensez qui arrive quand les processus urbains rasent la mémoire? Et par exemple, des espaces comme Manufactura ou La Friche auraient été complètement rasés au niveau de l'identité, au niveau de la mémoire, c'est-à-dire, vous pensez que, que, que ça, c'est un pas déjà irréversible et c'est déjà du gagné, du fait que maintenant, au moins, toutes ces friches qui avant parfois étaient complètement rasées pour faire des centres commerciaux ou des autres immeubles, au moins maintenant, il y a une sensibilité à les préserver d'une certaine manière. En effet, ça dépend beaucoup des parties de la ville, bien sûr, et il y a de nombreuses histoires. Du coup, il faut garder le cas par cas. Mais dans ce cas-là, à Florence, Manufactura Tabacchi, c'est une place qui, en effet, était vraiment encore vif dans l'imaginaire des citoyens. Et même si c'est un endroit qui a été abandonné pendant des années, pendant ces 20 ans qu'il a été abandonné, il y a eu beaucoup de discussions, de tables rondes entre les opérateurs publics, du coup les communes de Florence et d'autres sujets privés, et jamais ils ont trouvé un accord, un point de conclusion, une solution pour ça. Et du coup, il y a une certaine ambivalence dans ce cas-là. Il faut se caler dans chaque contexte. Et du coup, dans une ville comme Florence, qui est vraiment très liée à la conservation en général, culturellement, à la préservation du passé, un lieu qui change, c'est un lieu en tout cas qui pose un défi aux yeux des citoyens, parce qu'il y a des gens qui pensent, ils sont contents de voir un lieu finalement contemporain à Florence dont il y avait besoin, et des gens, particulièrement les gens qui habitent les quartiers, qui sont un peu plus méfiants dans ces changements parce qu'il arrive des gens. Et du coup, le risque, c'est toujours que même si l'architecture et la structure est préservée, la perception, c'est d'être comme un vaisseau spatial qui arrive et qui après s'en va. Et du coup, on revient sur le discours de la durabilité dans le temps. Si on fait, il y a deux approches. Du coup, les sujets privés ouvrent l'architecture, l'espace à la ville, il fait des trucs, après il ferme tous et il change de fonctionnalisation. Ou, et c'est le cas qu'on veut le faire, même si les fonctions des édifices changent et tout ce qui est né change de lieu, la communauté, les relations qui ont été créées, du coup, toute la partie software, si on peut dire, soft de la requalification, ça dure. Et du coup, ça va créer une mémoire collective encore.
Il y a un autre élément il faut dire, que ce type de procès ont besoin de temps pour le faire. Et si tout ce truc, c'est en effet concentré dans un temps qui est limité dans la période plus longue, il faut le faire de façon plus vite. Et du coup, vraiment, c'est un équilibre qu'il faut chercher chaque jour. Mais je crois que si vraiment la communauté est intégrée et il y a des relations qui restent, même dans la perception, dans un quartier que peut-être où l'art contemporain, par exemple, n'est pas représenté traditionnellement. Et du coup, notre question qu'on s'est posée, c'est en effet, ces lieux, ce tiers-lieu, ils peuvent rajouter une autonomie dans le système, ou si effectivement c'est pas ça le cas et s'il reste dans d'autres règles, parce que c'est vraiment un discours vraiment complexe où on se pose même la question s'il est le cas de rentrer dans le système de l'art ou pas. Je crois pas. C'est plutôt une question d'accueillir et de parler à tout le monde, quoi, et de redonner à la ville une place où se rencontrer effectivement et de le faire même à long terme, de ne pas s'arrêter dans le moment que tout va changer encore. Mais les changements, c'est quelque chose qu'il faut encoder Assimiler. Oui. assimiler. Oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus? Mick, tu avais levé la main tout à l'heure? Je crois que tu voulais parler des lieux qui n'ont pas été rasés mais transformés, c'est ça, Oui. Karim? Oui. Sur la friche de la Belle de Mai, effectivement, c'était une usine de tabac qui prend une place considérable. Hein, c'était vraiment une grande usine. Et la partie qui est occupée par la friche de la Belle de Mai, puisque le pôle média ne s'appelle pas vraiment friche. Enfin, certains l'appellent la friche, mais on sait très bien que quand on va à la friche, on va dans le pôle hauteur pour voir des événements artistiques ou culturels. Et de l'autre côté, le pôle média est plutôt fermé, ouvert seulement aux personnes qui y travaillent. Alors, moi, je voudrais dire que peut-être que les choses fonctionnent par couche. Hein, c'est plutôt les mémoires. Il y a la mémoire du lieu fabrique de tabac. D'ailleurs, pendant quelques années, certains espaces sentaient encore le tabac quand on les traversait. Plus du tout aujourd'hui. Beaucoup de lieux sont restés longtemps tels quels, à part quelques peintures. Et puis petit à petit, la nouvelle activité a pris sa place et a aménagé les espaces en fonction de ses propres activités. Évidemment, les ateliers d'artistes, c'est des lieux vides où on voit encore les structures antérieures, mais les nouvelles salles de spectacle sont seulement de la place, hein, sont seulement des espaces qu'on a pu réaménager et qui sont très, très fonctionnels et très chaleureux et confortables. Petit à petit, de nouveaux bâtiments sont arrivés, comme celui du GMEM, la crèche, peut-être un projet d'école dans la friche qui va faire qu'on va raser une certaine partie de la friche, hein, où d'ailleurs moi j'ai mes bureaux. Donc voilà, c'est cet empilement, tous ces empilements comme ça, ces traces qui font un petit peu palimpseste, hein, certaines traces sont moins visibles petit à petit, mais il faut peut-être évidemment en faire le récit comme aujourd'hui, ou l'écrire même, ce récit. Tout à fait. Tout à fait. Et il y aura des lecteurs de notre côté. Je pense que l'idée de la nature comme sujet de droit est assez évocatrice, puisque dans le chat, Stéphane Pinard nous a partagé comment les auditions du Parlement de Loire sont en train de se poser la question d'une personnalité juridique du fleuve. Vous pouvez trouver l'exemple dans le chat. Et puis, c'est sans doute une des lignes de fuite sur laquelle
on devrait garder nos yeux posés. Je pense qu'on est presque à midi. Ça fait 2 heures qu'on est avec nos chers correspondants en plein dans la bulle T-Factor. Je pense, Eva, qu'on peut donner fin à la session. Je veux remercier infiniment toute l'équipe de Chronique et de la Friche de la Belle de Mai d'avoir créé cet espace. Je veux spécialement remercier Mick, Katharina, Colette et Lucas d'avoir participé avec leur magnifique français dans cette conversation. Nous ferons probablement un résumé écrit de tout ce qu'on a parlé avec des liens à tous les exemples, parce que je pense que c'est justement ce qu'on voulait faire, c'est élargir le domaine du possible. Et je pense qu'on a donné quand même une belle panoramique de toute une série de pratiques culturelles et artistiques et non définies encore, qui pourraient être répliquées dans d'autres villes de l'Europe et de la planète. Et ce serait un vrai plaisir que cette session ait servi à quelqu'un pour avoir une idée ou avoir un chemin à parcourir. Merci infiniment à tous. Et Eva, je te laisse la parole pour fermer la session. Merci beaucoup. En effet, Karine, je pense que tu as remercié tout le monde comme il fallait. Dans ce samedi matin, c'était des discussions vraiment très intéressantes et enrichissantes pour notre projet Petit Factor. Et je souhaite remercier vraiment Chronique de nous avoir permis aussi de faire le lien, une fois de plus, entre nos différentes structures, friches industrielles et nos pensées. Je souhaite tout simplement vous partager des informations sur T-Factor, le projet dans lequel cette table ronde a pris place. Si vous souhaitez bien sûr avoir des informations sur son actualité, sur toutes les prochaines discussions dans les futures semaines, je vous invite à aller voir le site internet, donc ici même, où vous avez des informations sur les 25 partenaires de ce projet. Voilà, et bien évidemment, toute l'actualité, et nous n'hésiterons pas à valoriser cette discussion en vidéo, à l'écrit, avec tout le monde. Merci à tous. Et un très bon week-end, une très bonne journée. Merci à vous. À bientôt et félicitations à ceux qui ont parlé en français pendant ces 2 heures. Merci Karine, merci Eva. Merci à tous. Lucas, Mitch, Katharina, Eva, merci à tous. Muchas gracias. Merci à vous. Merci à I hope to see you all in live person soon. Sorry for my English. On compte les jours, Lucas. On compte les jours. Yeah, stay safe. You too. Bon week-end. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Thank Bye. you for your presentations.